Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors, nouvelle vidéo axée sur la culture générale et cette fois-ci, nous allons voir en particulier ce qu'on entend par texte non fictionnel et comment identifier ces différentes formes parmi les textes du corpus d'un sujet d'examen. Alors, on va commencer tout de suite. Quel est le but recherché par le texte? C'est la première question qu'on doit se poser lorsque l'on analyse les textes d'un corpus. Donc, ces textes traitent de questions d'actualité, des sujets de société actuels, les textes non fictionnels, c'est d'eux qu'on parle ici. Les sujets peuvent aussi fournir des textes plus anciens, les sujets d'examen, on parle ici, anciens auteurs, afin de montrer par exemple la continuité d'un problème qui se trouverait être récurrent au fil des siècles, ou à contrario pour confronter deux situations différentes, une passée et la situation actuelle que pourraient évoquer d'autres textes du corpus. Commencer l'étude par ces textes permet souvent de trouver la problématique centrale des textes du corpus présenté, donc oui, il est conseillé de commencer l'étude des textes non fictionnels avant celle des textes fictionnels qui viendront ensuite compléter la problématique. Quelle est la nature du texte? Alors ces textes peuvent prendre différentes formes, ce peut être des essais, des encyclopédies ou des dictionnaires, ce n'est pas la même chose, nous allons le voir ensuite. Les traités, les manuels, les articles de presse sont les principaux ou les principales formes des textes non fictionnels. Je vais y arriver. Alors l'essai, c'est un texte qui expose un point de vue personnel de l'auteur sur un sujet donné, donc il n'a pas vocation à être exhaustif, à contrario du traité qui lui va essayer de donner toutes les connaissances sur un sujet donné, avec un souci d'exhaustivité, ce qui n'est pas le cas de l'essai. Le premier essai connu dans l'histoire de la littérature est celui de Montaigne au XVIe siècle, et cet essai s'appelait Les Essais de Montaigne, bien sûr. On peut citer comme star des essais Voltaire, bien sûr, Rousseau, et plus récemment Sartre ou Philippe Muret également. L'auteur y expose donc son point de vue, il est donc souvent écrit à la première personne du singulier. Alors, on a également les encyclopédies versus dictionnaires, on a tendance à les associer ou à les confondre. Alors le but d'une encyclopédie est d'expliquer les choses en exposant tous les savoirs connus à leur sujet. Son approche n'est pas linguistique comme le dictionnaire. Le dictionnaire, lui, va se focaliser sur le mot lui-même et donner sa signification et des expressions qu'il utilise. Le dictionnaire ne véhicule pas un savoir complet. Voilà, j'arrivais pas à m'échapper. Par exemple, si je vais sur l'encyclopédie Universalis pour la mouche, eh bien vous voyez que je vais avoir quelque chose d'assez vaste comme renseignement. Donc vous voyez qu'on ne se focalise pas sur le mot. Alors il y a plusieurs onglets, donc alors évidemment après faut payer, mais vous voyez que les informations sont très vastes et on essaie de faire le tour du domaine, si on peut dire. Si je vais à contrario sur un dictionnaire, ici je suis sur le Larousse, eh bien on va me donner les différentes déclinaisons de ce mot, donc c'est soit un insecte, mais ça peut être aussi un point de cercle noir placé au centre d'une cible. C'est une petite touffe de poils au-dessus de la lèvre inférieure qu'on appelait également une mouche à l'époque. Et vous voyez qu'on va vous donner des exemples d'utilisation du mot, mais c'est vraiment le mot ici qui est objet d'indication et non pas toutes les connaissances afférentes à ce mot, comme peut l'être l'encyclopédie. Donc voilà, essayez de ne pas confondre les deux, car ils ne sont pas identiques.
Voilà pour cette différenciation encyclopédie-dictionnaire. Le traité, alors c'est un ouvrage exposant l'ensemble des connaissances sur un sujet donné, à contrario de l'encyclopédie qui va traiter plusieurs sujets, voire essayer de les traiter tous. Le traité, lui, va s'axer sur un sujet donné. Alors il est plus contraignant que l'essai, car il ne véhicule pas le point de vue de l'auteur, mais l'ensemble des savoirs sur un sujet. Donc l'auteur s'efface au profit du savoir véhiculé, qu'il tente de donner avec rigueur et exhaustivité. Le manuel, il a une fonction pédagogique, il apprend à faire quelque chose, il expose le comment on fait quelque chose, à contrario du traité qui expose les connaissances sur ce sujet. Donc la frontière est parfois mince. Exemple, les manuels d'histoire exposent une connaissance et pas forcément comment faire les choses, puisque ils relatent l'histoire en général. Donc parfois la différenciation est difficile à faire entre manuel et traité. L'article de presse, il expose un fait, un événement et parfois des points de vue. Il s'appuie sur plusieurs sources, soit orales, soit écrites, et il n'a pas vocation d'exhaustivité puisqu'il va traiter un événement particulier, mais bien évidemment, en ne pouvant pas être exhaustif sur cet événement, puisque par essence, un événement n'est jamais exhaustif. Les formes du discours, donc il y en a 3 principales pour les textes non fictionnels, on rappelle. Le discours descriptif, le discours argumentatif et le discours informatif. Alors le discours descriptif, il a pour fonction de représenter son objet, soit un paysage, un personnage, un objet du quotidien, etc. Il utilise principalement l'imparfait, mais on peut aussi décrire un objet au présent, c'est pas impossible. Il marque une pause dans l'action puisqu'il décrit, donc on n'est plus dans l'action. Il utilise plusieurs déclinaisons d'un nom ou des indications de lieu pour mieux se représenter l'objet. Et puis, le meilleur exemple d'un texte descriptif, c'est bien évidemment la tirade de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, fameuse tirade de Cyrano sur le nez, que je vous conseille d'aller voir, on la trouve facilement sur le net. Le discours argumentatif, son but est de convaincre et de persuader son destinataire. On le trouve dans de nombreux ouvrages littéraires comme les contes, les légendes, bien sûr, et de nos jours dans les publicités, dans la presse également. Il soutient une thèse, donc l'idée défendue, et peut éventuellement exposer l'antithèse, c'est-à-dire l'opinion contraire. Il utilise des arguments, faits ou idées données dans le but de défendre une thèse. Il donne des exemples validant les arguments. Il organise son discours à l'aide de connecteurs logiques, de façon à, consécutivement à, ensuite vient, etc. Le discours informatif, enfin, il expose les faits en les classant et en les synthétisant. Il est explicatif, son but est de faire comprendre un sujet à son lecteur, et donc il va se vouloir le plus didactique possible. Alors sachant ça, on va essayer sur 3 extraits de donner quelle est la forme du discours présenté. Donc par exemple ce texte de Jack London, issu du livre Cro-Blanc, écrit en 1906, une haute forêt de sapins sombres et oppressantes disputait son lit au fleuve gelé, dépouillés de leur linceul de neige par une récente tempête, les arbres se pressaient les uns contre les autres, noirs et menaçants dans la lumière blafarde du crépuscule. Nous sommes là sur un texte descriptif, puisque vous voyez que l'auteur va utiliser plusieurs déclinaisons de mots et être très précis dans la description du paysage concerné. Et vous voyez qu'on n'est pas dans l'action. Il y a une pause dans l'action, puisque là, on essaie de se faire représenter le paysage au lecteur.
C'est à table que se construisent les cultures, affiner les idées, prise les décisions politiques, célébrer les alliances depuis qu'existe l'histoire. Au théo grec, leurs banquets, à Rome, ses festins, à la bourgeoisie, ses cuisiniers, vous n'aurez qu'une histoire squelettique, à peine intelligible. Le fait est, les peuples affamés n'ont pas d'histoire, etc. C'est un texte de Roger-Paul Droit qui finit par, à la fin de ce siècle, survivre et meurt avec moins de 6 francs par jour, 300 millions d'hommes. La modernité transmet instantanément des images, multiplie les robots, accroît l'espérance de vie, mais demeure incapable de nourrir un homme sur 4. Nous sommes bien évidemment là dans un texte argumentatif qui tente de faire accepter une thèse que la cuisine, la grande cuisine notamment, hein, est intrinsèquement liée à l'histoire humaine dans ce texte de Roger-Paul Droit. Et puis enfin, un télescope est un instrument servant à capter la lumière des astres et à la faire converger vers un point, nommé foyer pour faire une image de l'objet qu'on observe, etc. On est dans un texte de l'Université de Montréal. Et bien évidemment, ce texte est un texte informatif. Il a une volonté didactique et s'attache à faire comprendre, en l'occurrence, ce qu'est un télescope à ses lecteurs. Voilà pour ce petit cours. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.